Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Sociétal qui traite aujourd'hui de l'albinisme. L'albinisme qui est dans de nombreux pays africains un prétexte pour être stigmatisé ou bien tenu à l'écart. Et pour cette journée qui marque la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, eh bien nous avons ici à Libreville, la capitale du Gabon, à Thon-Abay, les deux ruisseaux en langue nationale fan, une langue parlée au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun et quelque part au Congo. Eh bien, nous avons dans un sympathique restaurant de la place retrouvé la présidente de l'organisation, de l'association de sensibilisation à l'albinisme, Alba. Bonjour. Bonjour, docteur Stéphanie Nsamgoua, qui est entourée de personnes qui l'accompagnent dans ce projet de sensibilisation. Eh bien, avant toute chose, on va vous donner l'occasion de revenir sur l'albinisme. Qu'est-ce que l'albinisme? Est-ce que, par exemple, au Gabon, vous avez, comme dans d'autres pays en Afrique de l'Est, rencontré souvent des cas de stigmatisation? Alors on va commencer par qu'est-ce que l'albinisme? L'albinisme, c'est en fait une quantité insuffisante ou bien une absence de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. Cette quantité insuffisante de pigments, de colorants, on va dire, a des conséquences. Ces conséquences sont l'intolérance au soleil et la mauvaise vision. Au Gabon, comme dans beaucoup de pays, il y a la stigmatisation. On a effectivement moins de malchance, on va dire, que les autres, parce que notre stigmatisation se manifeste essentiellement par un rejet, soit au niveau familial, soit au niveau de la société, au niveau scolaire, etc. Mais on n'a pas à proprement parler des crimes de sorcellerie pour des raisons motivées par le fait que la personne est albinos. Malheureusement, on constate quand même encore des violences faites aux albinos parce que du fait qu'ils sont perçus comme moins que les autres, le combat que nous menons pour être intégrés, certaines personnes le perçoivent mal et essaient de nous remettre à notre place en nous battant, en nous insultant, en nous violentant, en nous excluant pour nous mettre à la place de sous-hommes que nous méritons d'avoir selon eux. C'est plutôt ça que nous subissons. Alors on est dans un contexte où il y a, vous le soulignez tantôt, moins de problèmes, notamment que dans des pays tels que le Kenya ou le Malawi, comme à la dernière élection présidentielle qui s'est déroulée là-bas, eh bien, les personnes albinos avaient dû se terrer vu qu'il y a des croyances qui font que eh bien, certains acteurs politiques soient tentés d'aller jusqu'à commettre des sacrifices rituels. Vous avez récemment pris part à une rencontre à Dakar, organisée par Open Society Initiative for West Africa. Quels sont les mécanismes mis en place pour faire pression sur les États afin peut-être de légiférer et faire en sorte que les lois soient plus dures envers ceux qui stigmatisent? Alors l'UNESCO justement a créé cette journée internationale de sensibilisation d'abord pour tirer la sonnette d'alarme sur ce génocide qui se passe. Ensuite, ils œuvrent avec les personnes qui militent pour les droits humains des personnes vivant avec l'albinisme. Et c'est ces personnes qui sont chargées au niveau des États de transmettre le mot, le message de tolérance, d'inclusivité dont on a besoin en ce moment en Afrique. Et le type d'initiative à laquelle j'ai participé, c'est justement pour nous dire, voilà les législations qui sont en vigueur dans certains pays qui ont déjà avancé et de nous demander de proposer à nos pays qui ont ratifié la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de se mettre à jour sur le plan de la législation par rapport au fait que le droit à la justice, le droit à l'éducation, le droit à la santé doit être mis au goût du jour par rapport aux problématiques que pose l'albinisme dans tous nos pays en réalité.
Parce que même si nous ne subissons pas des chasses, de véritables chasses aux sorcières, nous subissons quand même la stigmatisation à l'emploi, la stigmatisation quant à notre droit à la justice, quant à notre droit à être éduqués correctement par rapport aux autres personnes qui ont de la mélanine, etc. Et donc, ce que l'UNESCO fait, parce que c'était Open Society avec l'expert UNESCO pour l'albinisme, qui se sont mis ensemble justement pour accueillir une trentaine de personnes qui sont dits leaders dans ces défenses. Ils sont venus de voilà. Combien de pays? Alors, il y avait une quinzaine de pays africains, une vingtaine de pays africains, anglophones et francophones, mais c'était l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, en sachant qu'ils avaient déjà fait cette action pour l'Afrique australe et pour l'Afrique orientale, pour l'Afrique de l'Est. Donc on était le troisième groupe à avoir été formé. Parce qu'en Afrique australe, la situation est plus grave. Voilà, donc ils ont eu une rencontre en Tanzanie, où d'ailleurs ils nous ont fait part des avancées par rapport au fait que l'État tanzanien avait été condamné pour ne pas avoir poursuivi les tueurs d'albinos, le problème de ces personnes qui sont parquées et dont on ne sait plus quoi faire parce que ça fait quand même un certain temps maintenant que les albinos sont parqués en Tanzanie, au Malawi, etc. Il y a eu aussi cette initiative qui a été faite en Afrique du Sud et donc on nous expliquait un peu ce qu'il ne faut plus accepter, ce que nos pays doivent savoir, parce que des fois les pays pêchent par ignorance, ce que nos pays doivent savoir, quels sont les mécanismes, quels sont les organes internationaux que nous pouvons mettre à contribution justement pour le respect des droits de l'homme vivant avec l'albinisme. Mais justement, avant d'avoir recours à ces organismes internationaux, ce sont des mécanismes longs, mais pour réagir à l'intérieur du pays dans lequel on se trouve, il faudrait quand même un peu plus de réactivité, de promptitude de la part des autorités. En réalité, ils ont pris le problème différemment. Ils se sont dit, les autorités ne sont pas sensibles au problème de... Nous sommes une minorité. Au Gabon, nous devons être à peu près 400 à 500 personnes maximum pour une population de 1,8 million, 2 millions d'habitants. Pour des pays qui ont des problèmes alimentaires, des problèmes d'énergie, des problèmes d'éducation... Qui sont considérés comme prioritaires. Voilà. L'État ne va pas prioriser une minorité aussi petite, on va dire. Donc, ils ont pris le problème par l'inverse et ils sont venus aux minorités et ont demandé aux minorités de porter les plaidoyers de leur situation, en fait. C'est plutôt comme ça qu'ils l'ont perçu parce qu'effectivement, on est étonnés, nous, d'apprendre que les États sont censés faire des choses alors que nous, on entend parler de rien. Est-ce que l'État est au courant ? Qu'est-ce que l'État fait? On ne le sait pas. Et au lieu de se demander pourquoi l'État ne fait pas, on va maintenant leur demander de faire. Tout simplement. Demander à l'État de faire, ça doit s'accompagner vous l'avez souligné, de plaidoyers. Ces plaidoyers-là sont organisés auprès des autorités, notamment du ministère de la Santé. Nous ne sommes pas... En fait, c'est des problèmes de droits de l'homme. Il n'y a pas que des problèmes sanitaires. Il y a aussi des problèmes d'éducation. Il y a aussi des problèmes de discrimination. On ne peut pas être campé au ministère de la Santé. Donc ce sont des problèmes hétéroclites. Voilà. Donc en réalité, dans les pays où il y a un ministère des droits de l'homme, c'est le ministère des droits de l'homme qui s'en occupe. Dans les pays où il n'y en a pas, on est obligé de faire du porte-à-porte chez chacun et exposer à chacun les problèmes spécifiques selon son ministère. Après, le ministère des Affaires sociales peut effectivement se charger de ce type d'action et être le ministère fédérateur avec les différents ministères pour lesquels ça pose problème. Déjà, faire entrer l'albinisme dans les situations d'handicap, de discrimination et de minorité, c'est déjà un premier travail. De ce que moi j'ai vu pendant cette rencontre, souvent les États, lorsqu'on a le bon interlocuteur, ils arrivent à faire changer les choses. Il faut juste trouver la bonne personne à qui s'adresser. Trouver la bonne personne à qui s'adresser et développer un certain leadership.
pour arriver à toucher, à sensibiliser et peut-être à faire réagir efficacement les États. En ce qui concerne le Gabon, par rapport aux autres pays de la sous-région d'Afrique centrale, on a le sentiment quand même qu'il y a, par rapport à ces autres pays, une situation bien meilleure pour les albinos. Oui, la situation est meilleure pour un certain nombre de raisons. Les problèmes de religion, les problèmes de scolarisation. Vous savez, les problèmes de discrimination sont essentiellement des problèmes dus à l'ignorance. Quand le niveau de scolarisation est élevé, les problèmes de discrimination sont moins importants. On a un niveau de scolarisation qui est relativement élevé. Les chrétiens ont pris on va même pas dire les chrétiens, les religieux ont pris le pays à bras-le-corps. On a des maisons de prière un peu partout. Et c'est quelque chose qui apporte un certain niveau de tolérance. Ça contribue à faire changer également la perception négative que certains se font sur l'albinisme. Bon, on va prendre, parce que on vient de finir le mois de Ramadan, on va prendre l'islam. L'islam, quand il est pris pour ce qu'il est, pour une religion d'amour, de paix, etc., lorsqu'on est un bon musulman, normalement, on ne discrimine pas. Absolument. Si on est un chrétien pratiquant qui suit les Écritures, on ne le fait pas. Au moment où là, on a les confessions religieuses qui, en ce moment, sont très... On a vraiment cet apport-là, parce que les crimes rituels sont proscrits. C'est autant les croyances animistes sont le principal moteur de ces crimes, autant les nouvelles religions monothéistes, on va dire, les freinent. Parce qu'on verra difficilement un pasteur cautionner le meurtre d'un enfant, fût-il albinos. Et je pense que ce sera pareil pour un imam. Donc dans nos sociétés où la religion a une grande prise sur les gens, on a moins cela. Mais nous, on est dans un milieu très urbain. Je ne vais pas je ne peux pas vous dire si dans le Gabon profond, on n'a pas ce type de pratique. Il y a un Sénégalais qui était avec nous, qui justement, quand il a essayé de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur du pays, il a trouvé des charniers dans des villages. Des charniers d'albinos ? D'enfants albinos. Une quinzaine d'enfants albinos mutilés dans un trou. Et c'est récent ? Ça date de 2018. Des choses qu'on ne savait pas que ça existait. Moi-même, je l'ai appris au mois de mai. Pourtant, j'ai longtemps été au Sénégal. Mais ils avaient l'air aussi surpris que nous, les Sénégalais. C'est-à-dire qu'eux aussi pensaient, mais c'est parce que si on s'arrête à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a eu une disparition d'enfants qui a fait faire une enquête. Et pour vous dire, c'était des enfants qui avaient disparu en Guinée, qu'on a retrouvés. Mais c'est des choses qui sont... Ils sont difficiles à établir. Voilà. S'il n'y a pas une organisation. Une organisation, voilà. Et là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire en sorte que l'État nous aide vraiment. Parce que nous aussi, on veut mener ce genre d'enquête. On veut savoir si, effectivement, il y a des disparitions, il y a des choses comme ça à l'intérieur du pays. On a été en contact avec l'UNESCO au Gabon, qui se propose de nous aider à faire un recensement et de nous aider à avoir une sorte de politique de déclaration de naissance d'albinos. Ça va nous permettre de voir s'il y en a qui disparaissent. Ça va nous permettre de faire le recensement et de voir s'il y en a qu'on ne retrouve plus. Parce que les adultes meurent de cancer de la peau, certes, mais les enfants qui disparaissent, de quoi meurent-ils? Que se passe-t-il? Pourquoi cela se passe-t-il? On n'en sait absolument rien. Alors, je rappelle à tous nos téléspectateurs qui sont sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, qui sont sur Sociétal. Sociétal, notre magazine qui traite de tous les sujets à connotation sociale. Et le prétexte aujourd'hui est la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. Et nous recevons donc Stéphanie Nsamgwa, qui est présidente d'ALBA, l'association de lutte
pour le bien-être des albinos au Gabon. Nous allons faire également un tour au Cameroun où notre correspondante à Yaoundé, Élise Kenimbeni, a réalisé un reportage qui nous permet de voir un peu comment l'intégration des personnes albinos et la défense de leurs droits sont conduits dans ce pays d'Afrique centrale. Victimes de raillerie et d'exclusion sociale pour la plupart du temps, les personnes atteintes d'albinisme font face à la stigmatisation. C'est le cas de la jeune Aurélie qui, comme d'autres albinos au Cameroun, porte la mystérieuse appellation de Guinguérou. Il y a des jours où je peux marcher dans la rue, des gens se mettent à dire Guinguérou, des gens se mettent à dire qu'est-ce que celle-là elle vient faire ici, les gens commencent des commentaires déplaisants. Des expériences malheureuses, elle en connaît depuis le bas âge. C'était à la CIL, j'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Dorothée. Elle détestait profondément les albinos. Elle faisait en sorte que les enfants me crient, les enfants m'insultent. Elle ne corrigeait pas mes copies. Elle faisait en sorte que les enfants ne jouent pas avec moi. Elle faisait en sorte que les enfants me jettent des choses au visage. Et elle avait souvent l'habitude de d'élire les enfants les plus beaux, les enfants les plus laids. Elle s'arrangeait à ce que je sois la seule de la classe qui soit la plus moche et que les enfants commencent à me huer. Sur le plan professionnel, cette dernière fait face à de nombreuses difficultés, mais reste positive. J'ai eu la chance d'avoir des gens avec moi qui m'ont tellement aimée. Et même dans la rue, il y avait des personnes qui, quand elles voyaient que les gens étaient en train de me provoquer, ce sont elles qui venaient prendre ma défense. Et aussi, je ne peux pas vous mentir, le côté spirituel est le plus important. J'ai beaucoup prié. La lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes d'albinisme connaît des avancées au Cameroun grâce à l'Association mondiale de défense des intérêts et de solidarité des albinos, ASMODISA. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, et ça grâce à l'ASMODISA, très heureux de constater que l'albinos a pris conscience de son état et il n'a plus honte de sa personnalité. L'albinos bénéficie donc de la loi camerounaise qui voudrait que dans chaque institution, qu'on puisse accorder des places en termes de recrutement aux personnes frappées de quelque handicap, quelle qu'en soit la nature. Il y a donc au moins cela, mais je voudrais insister pour dire le plus grand gain de l'ASMODISA, c'est d'avoir réussi à réhabiliter consciemment la personne albinos. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical, d'où les discriminations et stigmatisations, telles qu'expliquent les experts. Il faut le comprendre comme étant une procréation anormale, parce que l'albinisme fait partie des naissances dites anormales, que l'on range dans deux registres principalement. Il y a des naissances anormales fastes et il y a des naissances anormales néfastes. Parmi les naissances anormales fastes, nous avons le phénomène gémellaire, c'est-à-dire les jumeaux. Et parmi les naissances anormales néfastes, nous avons les enfants mal formés, nous avons les enfants handicapés et nous avons surtout les enfants albinos. Et les représentations qui tournent autour de l'albinisme peuvent être comprises comme étant liées au fait que toute naissance néfaste, toute procréation néfaste est perçue comme étant l'effet dont la cause est la violation d'un interdit. Sur le plan anthropologique, des réalités existent. Vous verrez par exemple que dans certaines communautés, ici chez nous au Cameroun, il n'y a pas d'albinos, mais ça ne veut pas dire que les membres de ces communautés-là n'ont pas de gènes d'albinisme. Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, je crois qu'il y a toute une littérature là-dessus, lorsqu'on se rend compte que l'enfant est un albinos, on le tue. Il y a un certain nombre de pratiques magiques et religieuses qui ont pour ingrédients les éléments anthropomorphes, c'est-à-dire les éléments qui sont issus du corps de l'albinos, c'est-à-dire ça part des cheveux,
jusqu'aux os, en passant par les muscles, c'est-à-dire la chair et les poils du pubis et consorts. Cependant, le plus grand défi reste la réinsertion socio-professionnelle d'un bon nombre de personnes atteintes d'albinisme. Alors nous sommes de retour sur ce plateau, Stéphanie Nsamgoua. On a vu quelles sont les activités menées au Cameroun et comment ça s'organise. Vous avez également eu l'occasion de vous y rendre. Ça semble plus dynamique qu'à Libreville. Ça semble plus dynamique d'abord parce que le nombre est différent. Ils sont extrêmement nombreux. Après, ce n'est pas le même type de population. Leur organisation existe depuis longtemps. Ils ont eu la chance d'avoir parmi eux quelqu'un qui a eu des postes de responsabilité auprès du président Biya, qui a bien fait évoluer les choses. Ils ont des populations qui ont des croyances qui font que dans certaines régions, l'albinisme est perçu comme une bénédiction. Tout ceci fait en sorte que on ne peut pas transposer complètement les situations gabonaises et camerounaises. Mais est-ce que ça ne vient pas ajouter à certaines croyances curieuses chez les Bantous? Parce qu'en Afrique australe, ce sont bien les Bantous qui ont ces comportements, on va dire, étranges. Les comportements qui sont liés à des pratiques animistes. Finalement, ces pouvoirs qui sont attribués à tort ou à raison aux albinos, ils sont réels? Je ne pense pas. Après, je ne pratique pas la magie et je me dis que si j'avais des pouvoirs magiques, j'aurais utilisé ça pour avoir une vie meilleure, gagner plus d'argent. Je suis albinos, maman d'albinos, sœur d'albinos. Et pour le moment, en tout cas, ça n'a pas amélioré mon quotidien. Plus que ça, tout l'argent que j'ai, je le gagne. Rien ne m'arrive par magie. Donc je ne sais pas, peut-être que les autres ont une expérience. On rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a des croyances justement qui sont à déconstruire dans certains pays, qui poussent pas mal de gens, surtout en Afrique australe, pas mal d'acteurs politiques à penser que commettre des crimes rituels sur les albinos leur apporterait le bonheur. Comprenez que ça a été justement un moyen assez subtil d'évoquer ces cas de figure-là. On rappelle également que vous êtes entouré de certains membres de votre bureau, d'Alba, qui pourraient avoir quelque chose à dire. Bonjour. Bonjour. Alors, on sait que ce n'est pas facile d'être différent, parce qu'être albinos, c'est être, par exemple au Gabon, au sein d'une minorité qui connaît parfois pas mal de problèmes. Est-ce qu'il vous est arrivé au quotidien d'être confronté à l'école, à la maison ou ailleurs à des difficultés par rapport au fait que vous soyez albinos? Alors déjà, merci. En ce qui concerne le Gabon, la conception de l'albinisme est équilatérale, c'est-à-dire que ce phénomène est conçu différemment d'un pays à un autre. Tout comme dans les autres pays, j'imagine, nous sommes confrontés à des stigmatisations dès la naissance, dès le bas âge, et ces stigmatisations sont beaucoup plus dues à la conception ethnocentrique, c'est-à-dire que en mettant l'ethnie au centre, chaque ethnie a sa conception déjà sur le fondement même de... Chez les ressortissants du nord du Gabon, on retrouve, sans qu'il y ait de chiffres pour le confirmer, on a le sentiment d'avoir de ce côté-là plus de personnes albinos? Plus de personnes albinos, oui, et la conception, la discrimination, les présomptions surtout sont différentes des autres ethnies. Et de ce côté-là, comment c'est perçu? Alors, d'aucuns pensent que l'albinisme est une bénédiction. D'autres ethnies pensent que c'est un châtiment, c'est une punition. Donc les conceptions, les présomptions sont variées d'une ethnie à une autre. Les présomptions sont variées d'une ethnie à une autre. Là, on revient à ce qui a été justement établi pour le Cameroun, où
beaucoup de personnes considèrent que l'albinisme est une bénédiction. Oui, au Gabon, au nord du Gabon, l'albinisme est perçu comme portant bonheur. Donc forcément, le gène ne s'est pas dissipé. Les gens ont eu des enfants albinos qui ont pu se reproduire. Dans plusieurs peuples du Sud, l'albinisme n'était pas forcément un châtiment, mais quelque chose d'anormal et de négatif. Soit un esprit égaré, soit l'enfant d'une sirène qui serait par inadvertance venu dans le ventre d'une femme qui se serait mal comportée. Par exemple, comme le dit Christopher, le châtiment de l'homosexualité féminine, ça faisait partie des châtiments de l'homosexualité féminine, que le bébé soit blanc ou bien avoir eu des relations sexuelles au cours des règles. Chez les populations du Sud du Gabon. Oui, avoir eu des relations sexuelles au moment des règles, ou encore avoir eu des relations sexuelles au clair de lune à l'extérieur. C'est-à-dire que l'enfant était blanc, par la couleur que la lune a, c'est pour montrer le péché commis. Pour montrer la gravité, de la faute. Donc votre enfant ne passe pas inaperçu parce que vous avez eu un mauvais comportement et ça montre le mauvais comportement que vous avez eu. Ça, c'est sur le plan des croyances. Oui, dans certains peuples. Dans certains peuples. Dans d'autres peuples, c'était plutôt, voilà, Mami Watata confie un enfant. Ou bien un génie ou un esprit de la nuit, de la forêt, a confié un enfant. Est-ce une erreur? Est-ce une vraie destination? Il y avait un rituel de passage qui consistait à mettre les enfants dans la forêt toute une nuit. Si l'enfant survivait, ça voulait dire que l'enfant était confié aux humains. Si l'enfant ne survivait pas, ça voulait dire que l'enfant était égaré et il était reparti dans le monde des esprits. Donc, tout ça fait que lorsqu'on a un bébé albinos, ce n'est pas bien perçu parce que, effectivement, personne n'a envie d'être l'enfant d'un génie ou d'un esprit ou d'une sirène. Enfin, personne ne veut être le parent de ce type comment dire, ce ne sont même pas des personnes, ce sont des créatures. Alors, vous avez, il y a quelques années, écrit un livre dans lequel vous avez expliqué un certain nombre de choses par rapport à l'albinisme. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a aidé à déconstruire les idées reçues? Je ne peux pas dire sur le plan national. Je sais qu'il a été vendu à 500 exemplaires, qu'on n'en trouve plus parce qu'ils ont tous été vendus. Je sais que j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais eu affaire à l'association, mais qui, grâce à ce livre, ont pu répondre à certaines questions qui se posaient sur leur enfant, sur leur épouse, sur leur sœur, etc. Nous proposons d'ailleurs de le diffuser dans la sous-région, mais il faut le faire réimprimer. Oui, rééditer. Je rappelle que le titre du livre, c'est Vivre sans couleur. Et ce livre-là, mon sentiment, c'est effectivement, ça a cassé certains mythes, parce que ça comparait des mythes. Parce que si chez toi, c'est l'enfant d'une sirène et chez l'autre, c'est un esprit égaré, quelque part, on se dit que peut-être tout le monde a tort. Si à d'autres endroits, on considère que c'est une bénédiction et à d'autres endroits, une punition, on se dit que peut-être qu'en fait, tout cela n'a aucun sens. Parce qu'à la fin, ce sont des humains. Et pour un peu qu'on soit né à une latitude ou une longitude différente, le mythe est différent. Et pour ceux qui ont eu à le lire et qui m'en ont parlé, ils ont effectivement, et pourtant ça parle des questions médicales, etc. Mais sur ces questions des mythes et légendes, les gens étaient très friands de ça et ça les a beaucoup rassurés sur le fait que, effectivement, parce que même chez les parents d'albinos, la question demeure. Effectivement, peut-être que l'albinisme n'est qu'un manque de couleur et qu'il n'y a rien de magique derrière. Il n'y a rien de magique derrière. Et pourtant, il y a des cas de discrimination. Il vous arrive, Christopher, lorsque vous êtes à la maison ou bien ailleurs, en milieu professionnel ou bien à l'université, de vous sentir exclu parce que vous êtes albinos? Alors déjà, la conception d'exclusion est univoque. Elle est perçue par, on va dire, par l'essence de tout un chacun. C'est-à-dire, la stigmatisation, elle est là. Elle est dans une moindre mesure inéluctable.
Et en étant albinos, on n'a pas trop le choix. Et donc, du coup, on se sent obligé de faire avec, mais aussi de faire sans. De toute façon, on est tous un peu différents, puisque là que nous sommes différents, c'est qu'on est tous uniques en fait. Et du coup, avec cette conception qui est la mienne, peut-être la conception de bien d'autres personnes, j'essaye de ne pas dramatiser et d'être un peu optimiste en fait. Être optimiste, c'est la posture à adopter. Être optimiste dans un environnement où parfois, sur le plan psychologique, on peut subir des traumatismes. Forcément, on subit des traumatismes. Certains acceptent qu'ils sont traumatisés, d'autres pas. Moi, je pense... Mais quelle devrait être la posture? Est-ce qu'il faudrait faire face et intégrer le fait qu'on vit un traumatisme, ou bien observer une forme de déni? La première chose pour résoudre un problème, c'est de l'identifier, d'accepter que le problème existe. L'exclusion existe, on peut dire, redire et tout. À chaque personne albinos qui vit, il a été exclu à un moment ou à un autre de sa vie, à plusieurs moments de sa vie. Il l'a fait avec ou il l'a fait sans, mais il a été exclu. Maintenant, la question est, quand on m'exclut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte d'être exclu? Est-ce que je m'organise pour qu'on m'intègre? C'est ce qui... Moi, je pense que le fait est que nous sommes exclus par un certain nombre de personnes, plus ou moins nombreux en fonction du milieu dans lequel nous vivons. Et il faut œuvrer pour que ce nombre soit le moins important possible, en étant combatif, en ne se morfondant pas, en étant optimiste, en se disant, en mettant aussi, en confrontant les gens à ce qu'ils font. Les gens qui vous excluent, ne pas faire comme s'ils ne le faisaient pas, les confronter à ce qu'ils font, leur dire qu'on n'accepte pas d'être méjugé, d'être maltraité pour une différence de couleur, parce qu'en réalité, vivre sans couleur, c'est une différence de couleur. Donc ça rapporte au racisme. Nous sommes des Africains qui avons subi le racisme. Est-ce que c'est licite que des personnes africaines comme nous le fassent subir? En général, lorsqu'on expose les gens à ce qu'ils font de mauvais, ils reculent. Et bon, je pense vraiment qu'il faut accepter ça et se dire que nous luttons contre. Et à chaque fois qu'on lutte, on diminue le phénomène. Alors la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée. Et quelles sont les activités que vous avez pu organiser ou bien que vous organisez pour faire en sorte que cette journée soit un élément en plus dans le processus qui est mis en branle pour briser ces barrières qui font que l'on vous perçoive différemment? On fait de la sensibilisation dans les médias, où on explique aux gens les problèmes de l'albinisme par rapport au soleil, par rapport au risque de cancer de la peau, le mal fondé de la discrimination. Chaque année, on organise une activité avec un thème. Cette année, on est en collaboration avec une agence de mannequins qui s'appelle Top Model Gabon et avec qui on va participer à un défilé sur le thème de l'identité. Donc cette année, ce sera le thème de l'identité. Pourquoi l'identité? Chacun est ce qu'il est et doit être accepté par rapport à ce qu'il est, avec couleur, sans couleur. Et c'est un thème qu'on a pris. Pourquoi? Parce que les personnes qui se dépigmentent, les personnes qui vivent une maladie chronique, les personnes qui ont un aspect différent, un mode de vie différent, pour des choses qui ne sont pas... Toutes ces personnes-là doivent être acceptées. Les personnes qui se dépigmentent, pour nous, sont des personnes qui n'acceptent pas la réalité de ce qu'elles sont. Et donc, nous, on parle de notre identité. Nous avons une identité. Ceux qui ont de la couleur ont une identité. Ceux qui vivent avec le diabète ont une identité. Et on va faire un défilé de mode en montrant des gens avec une identité physique différente. Donc nous, des personnes plus ou moins minces, plus ou moins noires, plus ou moins... Et on va exposer, cette année, on parlera essentiellement de l'identité et de la fierté qu'on a à être l'humain que nous sommes, sans préjugés de nationalité, de couleur, etc.
Il y aura une conférence débat en journée. Ça se passera le 29 du mois de ce mois-ci. Et puis le soir, il y aura un dîner de gala avec un défilé de mode où on se sera centré justement sur l'identité avec des mannequins albinos. L'identité, on note que la difficulté autour des personnes albinos, c'est d'accepter les autres avec leurs différences. Il faudrait pouvoir faire en sorte que chacun tienne compte du fait que tout le monde n'est pas la photocopie de son voisin. La photocopie de son voisin. Et c'est peut-être un travail qui devrait également se faire en essayant d'intégrer certains éléments dans les programmes scolaires. Nous sommes en discussion avec les autorités du ministère de l'Éducation nationale là-dessus. On a un projet de sensibilisation dans les écoles où on parlerait de l'albinisme et de la différence. Parce que les handicapés moteurs, les personnes malentendantes, déficients auditifs, etc., subissent le même type de préjugés, on va dire. Et nous, la prochaine campagne de sensibilisation qu'on est en train d'essayer d'organiser vise à aller dans les écoles pour expliquer aux enfants et aux enseignants, donc à ceux qui ont en charge d'éduquer les gens, que la différence, ça peut s'accepter. Ça doit même s'accepter pour pouvoir avoir une société qui ne soit pas aberrante. Puisque la société, c'est quoi? C'est tout le monde avec sa particularité, son talent, qui exprime son talent et qui aide ceux qui ont des insuffisances à vivre mieux leurs insuffisances. Alors, nous avons également relevé qu'il y a quelques semaines, une albinos a été au Gabon violentée. Où est-ce que vous en êtes avec ce cas-là? Alors, le jugement doit se faire aujourd'hui. On attendait justement qu'elle revienne du tribunal. Nous avons décidé, en tant qu'association, de saisir un avocat avec lequel on a rendez-vous la semaine prochaine. On en a parlé aussi à l'association contre les crimes rituels, parce que cette jeune fille a été amputée d'un morceau de son oreille et la personne qui a fait ce geste est partie avec. Et on a l'impression que les gens ne comprennent pas que c'est grave. On n'a pas le droit de s'en aller avec le morceau de quelqu'un au prétexte que cette personne n'a pas la même couleur que soi ou n'a pas de couleur. Et là, c'était à des fins rituelles. Ça n'a pas été établi. Elle ne dit pas, elle dit qu'elle l'a fait. Elle ne dit pas pourquoi elle l'a fait. On veut ça. Quand on lui demande où est le morceau d'oreille, elle ne dit pas non plus. Et ça n'a pas l'air d'intéresser la justice plus que ça, de pourquoi elle fait ça. On traite ça comme une bagarre entre jeunes filles. Ce n'est pas le cas. La jeune fille albinos ne s'est pas battue. Elle a été agressée. C'est très différent. Après, c'est vrai que les gens minimisent. En général, au Gabon, tout le monde vous dit « Mais non, on ne te stigmatise pas. Mais non, tu es comme tout le monde. » Ce n'est pas vrai. Les gens ont des comportements par rapport à l'absence de couleur. Et là, ça a pris une proportion que les gens à qui on en parle le minimisent. Donc nous, on va saisir la justice pour un crime. Et là, ce ne sera pas des histoires de coups et blessures. Ce sera pour un crime raciste. Tout simplement. Parce que c'est un crime raciste. Elle l'a dit. Elle ne s'en est pas cachée. Elle l'a fait parce que cette couleur-là l'insupporte complètement. Si cette couleur-là lui insupporte, pourquoi garder le bout d'oreille pourquoi garder un bout d'oreille sans couleur? Personne ne sait, elle ne le dit à personne. On va essayer d'éclaircir ces faits. On a rendez-vous demain avec un avocat, mais cette fois-ci au nom de l'association, pas au nom de la jeune fille qui a été agressée, parce qu'il faut quand même que les gens sachent que nous n'accepterons plus d'être mutilés comme ça. Vous avez pris à tâche avec un avocat qui va nous aider à porter cette histoire aux yeux de la justice, parce qu'il faut vraiment que les gens arrêtent de faire semblant qu'ils ne font pas ce qu'ils font. Alors, il faut que les gens assument. Il y a une dame derrière. C'est bien la jeune dame qui a été victime de... On l'attendait. Ah, d'accord. Finalement, la jeune dame dont on a parlé, qui a été agressée, est parmi nous. Est-ce que vous pouvez relater en quelques lignes les faits? Comme je disais, bonsoir d'abord à tous. Je suis sortie
comme une bonne jeune fille que je suis, en fait. Je suis allée avec des amis. Et au retour de la maison, donc il y a une dame qui nous interpelle et puis ça parle d'argent et tout. Bref, ça commence à se taper avec les autres. Donc moi, je suis toujours à l'écart parce que déjà, vu la couleur de ma peau, donc je n'aimerais pas me frotter avec tout le monde de peur d'avoir des bobos. Donc je me mets à l'écart. En me mettant à l'écart, je vois que ça persiste en fait, la bagarre persiste. Donc je retire le système de prendre le taxi pour qu'on puisse rentrer. Moi, elle pousse, elle dit non, mais c'est toi que je cherchais. Et c'est de ça l'albinos, hein, comment tu es sale, qu'est-ce que tu fais? Vous connaissiez? Non, je ne le connais pas, je ne sais pas qui elle est en fait. Et vous étiez accompagné d'autres personnes? Voilà, je n'ai jamais vu de toute ma vie, je ne connais pas qui elle est. Je ne sais pas. Et vous n'avez pas non plus su où le morceau de... Non, parce qu'à un moment, quand elle m'a poussé, aussitôt elle est montée, j'ai systématiquement senti un pincement, et quand je me retourne, tu vois, ça découle. Malgré ça, je vais quand même vers elle en disant tu vas me donner mon morceau. Elle me dit non, de toute façon, tu vas me faire quoi? Mais Marie, ce sont les agents. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de nouvelles Jusqu'à présent, elle était incarcérée. En ce moment, on me fait un peu tourner au niveau du tribunal, sous prétexte que c'est une personne qui est scolarisée, elle doit passer des examens, donc si machin, bon, on me fait un peu tourner. Aujourd'hui, normalement, c'était censé me donner le verdict, mais ils ont renvoyé pour jeudi. Donc jusqu'à présent, je suis un peu entre le tribunal et la maison. Et on en saura davantage, on sera également informé sur la suite de cette affaire qui interpelle aussi sur la nécessité pour tous de tenir compte de chacun avec sa différence. Et vous aviez par le passé eu ce type de problème, souvent été confronté à des rixes avec des gens? Verbalement, oui. Maintenant, physiquement, c'est la première fois. Écoutez, nous vous remercions pour votre témoignage courageux. Stéphanie Nsamgoa, on note qu'il y a aussi des problèmes au quotidien. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas identifiés, justement comme vous le disiez tantôt. Oui, on a eu quelques agressions physiques qui étaient plutôt dans le cadre familial. Pour toujours dû à l'albinisme, mais c'était souvent dans le cadre familial. Et en fait, on a décidé de ne plus laisser faire. Parce que habituellement, c'était des coups portés, des insultes. Il y a des albinos qui ont été hospitalisés pour ce genre de... Des insultes et des coups portés par des parents. Par des parents. Surtout par des belles familles, par des parents aussi. C'est des choses où, c'est comme je vous dis, lorsque on essaie de vivre une vie comme celle de tous les autres, comme elle qui allait se balader, comme d'autres qui se marient, comme d'autres qui vont à la fête, et que certains parents considèrent qu'on n'est pas légitime dans cette situation de normalité-là. Et pour nous mettre à notre place, on nous violente. Pour qu'on n'ait plus le courage de venir aussi s'amuser avec les autres, d'aller aussi en mariage comme les autres, etc. Et ça, on le minimisait. Une violence qui a pour objectif de vous confiner dans l'exclusion. Voilà, parce que maintenant, on ne se sent plus obligé d'accepter l'exclusion. Et il y a une phrase qu'un agent de police m'avait dit dans la rue, et je pense que beaucoup l'ont entendu, les albinos de maintenant ne savent plus se tenir, quoi. Ils se mélangent maintenant avec tout le monde. Il me dit ça, parce que pour lui, il considère que en tant qu'albinos, je n'ai pas à fonctionner dans la société normalement. Mais ce monsieur m'a cassé le doigt. J'ai eu une fracture parce qu'il considérait que je n'ai pas à déambuler comme tout le monde, n'importe comment comme ça. C'est quelqu'un qui fait partie des forces de sécurité. Il porte un uniforme quand il l'a fait. À force d'en discuter, on se rend compte que plusieurs personnes d'entre nous ont vécu ça. Et avec cette même justification, il faut que ça cesse. Et au niveau de Libreville, vous avez l'association de lutte pour le bien-être des albinos. Vous fonctionnez avec
d'autres ONG en synergie qui ne sont peut-être pas des organisations qui regroupent des albinos, mais qui regrouperaient des minorités aussi victimes de discrimination? En réalité, on ne fonctionne pas en tant que tel avec elles, mais parfois, on a des activités. Là, on essaie de rejoindre un collectif de personnes vivant avec un handicap, justement pour fédérer nos actions, pour leur donner plus de visibilité, et puis pour bien expliquer à tout le monde que c'est le même combat pour tous. On a plutôt des associations plutôt à caractère religieux, à caractère politique, qui nous aident. Par exemple, on a l'association des jeunes émergents volontaires qui participent à nous aider dans certaines actions. On a un collectif d'entrepreneurs, Wabuna, qui nous a aidés à ouvrir un fonds d'aide pour traiter les personnes atteintes de cancer de la peau. On a des personnes de la société civile qui, au cours de nos plaidoyers, parce qu'on fait beaucoup de plaidoyers en fait, sont sensibles à notre discours et essaient de nous aider dans nos actions. Voilà, donc vous avez dans justement ce qui pourrait être fait bientôt en perspective d'organiser des actions qui auront plus d'impact en associant d'autres structures, d'autres organisations. Oui, par exemple, là, on a un collectif de jeunes femmes de la diaspora gabonaise qui, pour l'essentiel, est aux États-Unis et en France, qui nous ont fait un don de crème solaire au mois de décembre, qui sont en train d'essayer d'organiser des collectes de fonds pour nous, pour essayer de nous aider à avoir plus de moyens pour faire nos actions de sensibilisation au niveau national. On a même, grâce à ces fonds pour projet, justement pour cette journée internationale, commencé la première campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays avec Mexan, Christopher et certains autres membres du bureau qui vont aller dans la province du Wellington et aller transmettre le message, distribuer des cartes de membres, etc. Et faire un peu de dépistage pour voir s'il y a des personnes qui ont des lésions de cancer de la peau, etc. Et ça, c'est possible parce que nous avons des personnes qui, au cours de nos plaidoyers, nous écoutent et décident de nous aider. Alors, vous faites beaucoup de plaidoyers et ces plaidoyers également sont relayés à l'international, puisque vous avez été récemment à Dakar. Auprès de quel autre organisme international essayez-vous de peser pour obtenir peut-être plus de droits, pour infléchir, pour pousser les autorités de votre pays à vous faire plus de place, à tenir compte de votre situation? Actuellement, on est en parlement avec l'UNESCO au Gabon. On a aussi été invité à faire partie d'une fédération d'associations d'albinos, cette fois-ci internationale, pas seulement panafricaine, qui va commencer ses activités au mois d'août au Burkina Faso. On est en contact avec Jeune Espoir, qui est l'association des albinos de France. On a aussi, avec les Camerounais et les associations du Congo-Kinshasa et de la RCA, de la République centrafricaine, on essaie de faire des collectifs pour pouvoir avoir des fédérations, pour cette fois-ci être un groupe d'associations pour infléchir nos États. On est en plein dans la formalisation de ces partenariats qui pourtant ont déjà débuté de manière informelle. Des partenariats qui ont débuté de manière informelle. Il y a des activités recensées au niveau de chaque pays. Vous avez tout à l'heure souligné le cas de cette découverte dont vous avez parlé au Sénégal. Il y a les pays d'Afrique de l'Est, hein, le Kenya, les pays d'Afrique australe. Est-ce que finalement, dans cette partie, dans ces régions du continent africain, il n'y a pas eu d'efforts considérables quand même? Ils ont déjà des fédérations et en réalité, le but final, c'est de faire une confédération d'associations de personnes qui vivent avec l'albinisme africaine. Et les trois initiatives dont je vous ai parlé, c'est justement pour, in fine, faire le plan d'action de l'ONU pour les personnes vivant avec l'albinisme, qui a un certain nombre de points,
dont je ne vais pas vous parler ici parce que c'est assez long, qui existe, qui est formalisé et au plan desquels les étoiles doivent s'aligner. C'est un projet qui est quinquennal, qui finira en 2021, qui a commencé il y a quelques années, qui est triennal, donc de 2018 à 2021. Et on est en fait en train d'essayer de le mettre en place avec tout un florilège de cahiers des charges en fait, que nous avons sur l'identification des personnes agressées, l'identification du nombre de personnes albinos, leur niveau de scolarisation, leur niveau d'exclusion, la quantité de cancer de la peau, la sensibilisation par rapport au soleil qui est faite par les États d'une part et par les associations d'autre part. Tout ceci est un travail qui est en train d'être fait parce que le projet, on va donner les résultats en 2021. On est en train d'aller au terme de cette émission, mais nous allons prendre une ou deux questions encore. Comment vous vous organisez lorsque vous sortez de chez vous et qu'il fait très chaud? Comment vous organisez pour vous protéger? Bonsoir. Bon, pour l'organisation, lorsqu'il fait... Est-ce que vous couvrez complètement le corps? Oui, on se couvre complètement le corps parce qu'on est très très sensible aux rayons solaires. Et ici à Libreville, c'est pas... Comme moi par exemple, je reviens d'Oyem. À Oyem, le climat, c'est un peu modéré. Mais ici à Libreville, rien que la chaleur, elle est vraiment terrible. Donc, quand on sort, on est obligé, moi par exemple, je suis obligée de me couvrir tout le corps. Pour éviter Oui. d'exposer son corps aux rayons du soleil qui sont, on le rappelle, nocifs et qui peuvent provoquer des cancers de la peau. Stéphanie Sambo. Oui, effectivement, c'est la principale chose à faire, mettre des vêtements couvrants, utiliser un parapluie ou un chapeau à bord large. Et pour les parties qui ne sont pas protégées par les vêtements, utiliser une crème solaire avec un indice de protection élevé, 50 et plus. C'est pas si difficile à faire que ça. Il faut adapter sa garde-robe à sa carnation, en fait, ou bien utiliser un parapluie sombre. Utiliser un parapluie sombre. Pourquoi sombre? Pour que les rayons ultraviolets ne puissent pas le traverser. Parce que quand les parapluies sont trop clairs, en fait, il y a une partie des rayons qui peut être traversée. L'idéal des parapluies à utiliser, il y a certains parapluies, à l'intérieur, on voit quelque chose qui ressemble à de l'aluminium. Ce revêtement-là filtre complètement les ultraviolets. Mais au moins, quand c'est très foncé, rien ne passe. Malheureusement, il fait chaud en dessous à cause du fait que les habits foncés conservent la chaleur, mais ça barre les rayons ultraviolets. Voilà. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'émission C'est Sociétal, un magazine qui traite de toutes les questions à connotation sociale sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, et que nous avons reçu à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année, ALBA, l'association pour le bien-être des albinos, une association qui se trouve au Gabon et qui a bien entendu voulu participer à cette émission pour présenter ses différentes activités et surtout en profiter également pour faire une sorte de plaidoyer. Dans le meilleur des mondes, mettons justement la situation dans laquelle vous êtes au Gabon, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous préconisez, à quoi vous attendez-vous dans 5 ou 10 ans comme action venant des autorités de votre pays pour vous soutenir? Alors ce qu'on prévoit, c'est d'abord que dans les écoles, on prenne en compte le handicap visuel des enfants qui vivent avec l'albinisme, parce que ça crée de la déscolarisation. Ça, c'est la première chose à faire, parce que la déscolarisation emmène l'exclusion sociale in fine, parce que c'est des personnes qui ne sont pas intégrées. Deuxièmement, ce serait que les pouvoirs publics, au niveau de la santé, acceptent de rembourser les écrans solaires et les lunettes avec filtre solaire
pour que les albinos qui sont démunis puissent se protéger du soleil et donc prévenir le cancer de la peau dès l'enfance. Et les déficits visuels grandissant. Et troisièmement, ce serait que lorsque quelqu'un subit une stigmatisation par rapport à sa couleur, il soit puni réellement. Punir ceux qui stigmatisent. Mais à côté de ça, vous avez souligné tout à l'heure la prise en charge, par exemple, par les autorités, par le ministère de la Santé et tous les mécanismes qui sont autour des crèmes solaires pour se protéger. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, les albinos sont obligés eux-mêmes de débourser de l'argent pour acquérir des crèmes solaires? En ce moment, les albinos sont obligés de eux-mêmes débourser de l'argent pour acquérir des crèmes solaires. On a eu un don de l'assurance maladie il y a 3 ans, mais c'est quelque chose qui était ponctuel. Là, on est encore en discussion pour que ce soit non seulement donné aux albinos, mais en plus que ce soit disponible à l'intérieur du pays. Et on voudrait que ce soit l'assurance maladie qui se charge de la dispensation dans les pharmacies, que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, de ces crèmes solaires. Il faudrait juste que les albinos soient recensés et après ils puissent venir régulièrement récupérer leurs crèmes solaires de façon gratuite dans toutes les régions du Gabon. Justement, à propos de crèmes solaires, bonsoir. Bonsoir. Vous en utilisez combien par mois à peu près, quand il fait très chaud? Bon, nous utilisons Je suis d'abord Meksan Ouna, excusez-moi, secrétaire général de l'association ALBA. Voilà, nous utilisons des crèmes solaires. Le nombre par mois, une seule varie, parce que en fait, je me protège, d'accord. La moindre des choses, c'est ça. Quand on n'a pas de l'argent pour se procurer, n'est-ce pas, de la crème solaire, on se protège. On se protège, on prend nos précautions. Quand on sort, on a des pardessus, on s'habille avec des habits longs, des chapeaux ici et là. Donc ça fait en sorte que même si on devrait utiliser la crème solaire pendant au moins en fait, ça vous permet d'économiser votre crème solaire. Voilà, justement. Et concernant, tout à l'heure, vous posiez des questions, qu'est-ce qu'on peut espérer dans 5 ans? Vous savez, en économie, on parle de 2 types d'emplois, des emplois à long terme et des emplois à court terme. Nous, ici, ce qu'on vise, c'est qu'à long terme, n'est-ce pas, des choses soient plus ou moins faciles pour les générations à venir. Voilà pourquoi on fait des activités qui pourront nous aider à long terme, c'est-à-dire sensibiliser les populations qui vivent avec les albinos, c'est-à-dire nous, et essayer de donner des sonnettes d'alarme, n'est-ce pas, au niveau des autorités pour limiter la stigmatisation, les discriminations, et bien d'autres qui pourront, n'est-ce pas, aller dans le sens de l'analyse à long terme, n'est-ce pas, de l'albinos et du bien-être des générations futures albinistes. Très bien. Et vous avez également souligné tantôt que vous souhaiteriez qu'on tienne compte de la situation des albinos dans les différents milieux professionnels. Est-ce que pour un albinos aujourd'hui, il est facile de passer le permis de conduire, par exemple? On ne pourra pas dire pour un albinos parce qu'on n'a pas tous le même niveau de déficience visuelle. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache justement que c'est même dans l'albinisme, il y a des différences et que ceux qui sont capables de conduire peuvent conduire. Parce que le problème, c'est que des fois, on va au-devant de quelque chose et on nous empêche de connaître même nos capacités. Il y a certains parmi nous qui conduisent, qui le font de manière tout à fait normale. D'autres qui en sont incapables parce que leur déficience visuelle est trop importante. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on te dit « comme tu es ça, tu ne peux pas ». Il faut absolument qu'on prenne en compte la capacité de tout un chacun. Et ça, c'est vraiment une histoire de cas par cas. Il y a des moments où la casuistique est salutaire. Et dans notre cas, c'est très important parce qu'on n'est pas tous des clones d'une personne sans couleur. Chacun, et ça c'est important de le préciser, chaque personne albinos peut avoir des capacités visuelles différentes d'une autre personne. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a le problème de la déficience visuelle due au manque de couleur, mais il y en a qui sont aussi myopes,
il y en a qui sont astigmates, il y en a qui n'ont pas tout ça, qui ont juste le problème de l'éblouissement. Pour peu qu'ils mettent des lunettes et qu'ils aient un peu de protection solaire, ça se passe bien. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Quelle que soit la situation de tout un chacun, il faut qu'il ait le droit d'être pris en compte selon sa particularité. Chacun doit être pris en compte selon sa particularité. Monsieur le secrétaire général, on va vous donner l'occasion de dire un mot avant de revenir à la présidente Stéphanie Nsamouloua et de conclure. Bon, voilà, je vais profiter de ce micro et dire un mot comme vous l'avez dit. Ce que je peux dire, c'est qu'on ne doit plus, dans notre société, n'est-ce pas, continuer, nous, de notre côté, à subir des cas de discrimination et de stigmatisation. Il faudrait que les gens sachent que oui, nous sommes différents, nous aussi on l'accepte, parce que le problème est bien perçu, que si nous-mêmes on se met d'abord dans la conscience que nous sommes différents des autres. Oui, nous sommes différents des autres, mais nous pouvons faire certaines choses, n'est-ce pas, pour aider aussi la société au même titre que les autres. Quand nous regardons, docteur, nous avons notre présidente ici, elle est docteur, elle ne soigne pas que des albinos. Elle soigne aussi, n'est-ce pas, d'autres. Donc, il ne faudrait pas que nous continuions dans cet esprit de stigmatisation et penser que, n'est-ce pas, d'autres, nous, albinos, on ne peut rien faire. Et profiter aussi à dire aux albinos de ne pas rester renfermés, n'est-ce pas, quand il s'agit de leur cause, qu'ils se battent et dénoncent, n'est-ce pas, les cas de stigmatisation au quotidien. Pour conclure, Stéphanie Nsamouloua. Pour conclure, je dirais que nous sommes pleins d'espoir. On a l'ambition que les albinos qui naissent aujourd'hui, lorsqu'ils auront 30 ans, personne ne meurt de cancer de la peau parce que tout le monde aura été protégé, riche ou pauvre. Quand ils auront 30 ans, ils auront un travail parce qu'ils auront pu être formés malgré leurs déficits et ils seront des personnes épanouies parce qu'ils n'auront pas été discriminés, parce que la société aura évolué, parce qu'on aura fait assez de sensibilisation et que le monde 2.0 ne doit pas être un monde fermé puisqu'on est ouvert à tout. Alors rien de grand et de beau ne se fait sans passion, disait quelqu'un. On espère que cette passion et cet engagement que vous montrez au quotidien vont permettre d'atteindre très vite ces nobles objectifs que vous êtes fixés. On rappelle à nos téléspectateurs qu'ils ont suivi Sociétal et que le thème aujourd'hui a porté sur la stigmatisation des personnes albinos à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme organisée depuis 2015. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programme.